Patrick Curmy, je suis médecin, docteur ès-sciences en biochimie et je dirige à l'Université d'Évry un laboratoire de biologie structurale qui a le label INSERM, c'est-à-dire que notre activité est orientée vers la santé humaine. Que pensez-vous de l'évolution actuelle du modèle de l'économie scientifique? Est-il viable? C'est une vaste question. L'économie scientifique est aujourd'hui essentiellement pilotée par des projets de recherche, ce qui est un tournant historique puisque la science a pour objet de créer du savoir. Elle a été financée à travers les siècles au tout début par des mécènes, puis assez rapidement par des États. Et la notion d'économie de la science a émergé avec l'utilisation des produits de la science, produits technologiques, produits à large diffusion. Et on voit bien qu'à travers la création des savoirs, il y a de véritables enjeux économiques. Enjeux économiques pour les sociétés, mais aussi enjeux économiques pour la survie même de la science, c'est-à-dire de ses acteurs, des chercheurs eux-mêmes. On est aujourd'hui, à travers le financement sur projet, très contraint, un petit peu pris en étau, d'une part, par la recherche des financements, et d'autre part, par la nécessité, dans ce modèle-là, de publier non pas des objets de qualité, ça reste vrai de toute façon, mais surtout de publier un nombre, puisqu'on est dans un système d'évaluation de la science qui s'appuie malheureusement pour une grande part sur la bibliométrie, c'est-à-dire combien de publications, combien de citations de ces publications, ce qui n'est pas forcément gage de qualité. Ça peut être un des éléments de la qualité, bien entendu, mais ce n'est pas l'unique élément, et c'est vrai que c'est un élément de facilité. Vous-même avez coordonné un réseau de recherche européen. Quelle place tient l'open access dans ces pratiques? Alors effectivement, j'ai coordonné un projet de recherche en réseau financé par l'Europe de 2006 à 2008, pendant 3 ans. Et très humblement, j'avoue qu'on n'a pas publié, on n'a pas utilisé les archives ouvertes et on n'a pas favorisé les revues dans la catégorie Open Access. Mais c'est parce qu'on est sous une pression que je viens de vous décrire à l'instant. D'après une étude menée par la bibliothèque en 2013, la base Scopus mentionnait 190 références de publications pour l'UEVE, 70 étaient présentes dans la base HAL pour des laboratoires affiliés à l'université. Que pensez-vous de ces chiffres? Très honnêtement, ces chiffres sont catastrophiques. C'est un dixième ou un centième des publications de la période. Donc ça reflète deux choses. La première chose, c'est qu'il y a une méconnaissance totale dans la communauté scientifique, en général, évrienne en particulier, de l'intérêt de l'open access, de la déclaration de Budapest et de la responsabilité des chercheurs vis-à-vis de leurs financeurs, à savoir les pouvoirs publics. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'open access est vécu, pour ce qui concerne l'auto-archivage, c'est-à-dire de mettre à disposition les prépublications dans des systèmes qui permettent leur utilisation libre de droit par la communauté scientifique. Donc cet auto-archivage est vécu comme une démarche supplémentaire du temps à passer et donc finalement à travers toutes les charges non directement centrées sur la science, un frein supplémentaire à l'activité. Il faut revenir aux fondamentaux, je crois, de l'open access et la déclaration de Budapest de 2002, qui est le fait d'un ensemble de scientifiques à travers le monde, et qui constate donc au tournant des années 2000 deux faits. La première chose, c'est qu'il y a une espèce de rapt de la production scientifique par quelques institutions privées qui font payer les scientifiques au moment de l'acceptation de leur papier pour leur diffusion et ensuite font payer les bibliothèques et les institutions pour avoir accès à une création de savoir qui a été générée par les pouvoirs publics. Donc les auteurs de la déclaration de Budapest en 2002 constatent ce fait et proposent deux choses. Premièrement, créer des archives ouvertes, c'est-à-dire de mettre à disposition des documents scientifiques libres de droit dans des systèmes accessibles au plus grand nombre, c'est-à-dire à ceux qui ne peuvent pas se payer l'abonnement à des revues très onéreuses et qui sont captées par quelques grands éditeurs à l'échelle de la planète, d'une part, et d'autre part, créer des revues alternatives qui sont, dont l'économie a pour objectif de, bien sûr, diffuser le savoir, mais pas faire de bénéfices. Alors maintenant, on est à 10 ans de cette expérience, au-delà des 10 ans de cette expérience, et il faut reconnaître qu'il y a une part de succès
une part d'échec, puisque le modèle Open Access a été finalement repris par des individus ou des institutions qui ont voulu l'exploiter économiquement, en créant des revues où la qualité n'est pas au rendez-vous, les boards d'éditeurs sont douteux, les reviewers ne font pas leur travail, et finalement on a une pollution du système qui va nous imposer de revenir à des revues ouvertes, mais dont la qualité doit être certifiée par la communauté et les gouvernements. Pensez-vous que l'open access soit un moyen pour développer les services aux chercheurs? Tout à fait. Donc il faudrait, ça développe les services parce que ça donne accès à un panel de connaissances dans tous les domaines. Prenez l'exemple, moi je suis médecin, je dirige un laboratoire de biologie structurale, on a besoin d'avoir accès à des données médicales, biologiques, chimiques, physiques, mathématiques. On ne peut absolument pas, à travers nos tutelles, l'INSERM en l'occurrence, avoir accès à toutes ces revues, puisque ça suppose des coûts qu'il faut faire porter par une institution dont l'objectif est la santé humaine. Donc on ne peut pas demander à une institution d'avoir accès à l'ensemble de ces groupes de revues dans toutes ces disciplines. Il est évident que si on avait un accès libre, alors il y a l'exemple de Archive pour la physique par exemple, un accès libre à l'ensemble des domaines de la recherche pour l'ensemble des chercheurs, quel que soit leur domaine, il y aurait un vrai service rendu. Il faut faire en sorte que l'archivage automatique soit réellement automatique. Je pense que c'est ce frein-là qui fait que la diffusion des systèmes open access réels aujourd'hui ne collecte pas la masse des documents produits qui doit être améliorée. Donc je suppose qu'avec des moyens publics, en se regroupant, on puisse mettre en place de façon automatique cet archivage. Et ce serait réellement, je crois, un service rendu aux chercheurs. Alors pour terminer, comment favoriser concrètement l'open access à l'université? Alors on a la chance d'avoir une bibliothèque universitaire qui est bien dotée. On a la chance d'avoir Grégory Kolkanap qui est une grande expérience dans le domaine et qui est une autorité au niveau national. Il nous a sensibilisé, il a sensibilisé la communauté scientifique, mais aussi l'administration à ces questions d'accès libre. Je crois qu'on a tous conscience maintenant qu'il faut aller vers des propositions concrètes et on va faire en sorte de relever ce défi et ouvrir largement les systèmes de dépôt et rayonner à travers cette nouvelle offre de la bibliothèque.